Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à Cologne en Allemagne et on a été invité ici à la soirée Asus ROG. Exactement, il y a le lancement des nouveaux processeurs AMD et donc des nouvelles cartes mères X670. Pas que hein. Et pas que, parce qu'on a plein d'autres produits Asus ROG, donc on va rentrer, il y a une petite conférence et tout, on va faire des petits plans et on vous explique les nouveautés. On y va, venez avec nous. Comme vous l'avez vu, on était à la Gamescom la semaine dernière et c'était incroyable. Alors autant l'événement de la Gamescom en tant que tel, on a fait 2-3 fois le tour et puis c'était bon. Autant les vraies annonces par contre et tout ce qu'on a appris, c'était plutôt lors de la soirée Asus. J'en ai même perdu ma voix, Mathis. Gauthier a laissé sa voix à Cologne. C'est vrai qu'on a passé une très bonne soirée. En plus de ça, il y avait tous les autres youtubeurs hardware, c'était extrêmement chouette. Et on a aussi découvert tous les nouveaux produits Asus. Il y en a une belle panoplie et surtout les nouvelles cartes mères pour les processeurs Ryzen de chez AMD. Exactement. En AM5. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ce nouveau chipset X670, il est incroyable. Il va pas être très abordable aussi. Ça, il faut se le dire, ça commence à. C'était quoi, 300 € quand même? Ouais, je pense un peu moins cher. Il y a la Asus Prime dont on va parler après, qui je pense sortira un peu moins de 300 €. Entre 210 et 250 €. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que là, l'overclocking, on n'a pas de limite. Voilà, c'est ça. C'est vraiment pour les nouveaux processeurs de chez AMD. Et de ce qu'on en a compris, la M5 et la M4 vont continuer à perdurer pendant quelques années ensemble, étant donné que la M5 est exclusivement sur une plateforme DDR5. C'est-à-dire qu'à l'inverse de chez Intel, on n'aura pas des processeurs compatibles DDR4 et DDR5. C'est risqué. Hein. Donc voilà, ce sera uniquement de la DDR5 sur la M5 et de la DDR4 sur la M4. Pour une fois, c'est facile. Ouais, c'est facile, mais en même temps, je me dis, ils prennent un risque, tu vois. Ouais, mais après, le prix de la DDR5 descend bien, donc voilà. Ouais, petit à petit, on va faire la À transition. mon avis, d'ici un an ou deux, on aura complètement fait la transition, mais au début, il y aura encore un peu de M4. Exactement. Donc on a aussi le PC Express 5.0. Alors mon avis personnel, à partir du 4.0 en gaming, ça servait à rien. C'est vrai, pour la carte graphique. Là, le 5.0, je vois pas vraiment la différence. Bah, il y a certains usages professionnels où ça peut être intéressant. Pour les SSD, ça peut toujours être intéressant, ça augmente les débits. Parce que c'est du PC Express 5.0 pour le x16 de la carte graphique, mais aussi pour les SSD NVMe. Donc ça peut être intéressant de nouveau. Mais c'est vrai que tout le monde ne tourne même pas sur un NVMe en Gen 4. Donc voilà, petit à petit. Hein. Ouais, voilà, c'est petit à petit, on va dire, on voit le futur, quoi. C'est ça. On repassera en revue juste après l'annonce et le nom et les specs de toutes les cartes mères qui ont été annoncées par Asus. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi plein de périphériques. C'est ça, il y a les périphes, il y a les écrans aussi, les écrans OLED. Il y a une sorte de télévision écran PC. Il y a un énorme écran, il y a un routeur, il y a plein de choses. Il y a un routeur RGB carrément. Le truc, t'as l'impression que c'est un drone. Ouais, c'est vrai que le RGB en ce moment, ça part dans tous les sens. Mais d'abord, pour commencer, ils ont annoncé le setup complet Evangelion. Donc Evangelion qui vient de l'animer. Il y avait déjà le boîtier, la carte mère, la carte graphique qui était sortie il y a quelques temps avec un design un peu mauve comme ça. C'est pas mal. Après, moi, je suis pas spécialement fan. Faut être fan de la série, je crois, pour. Mais c'est cool parce que dans l'avenir, on aura peut-être One Piece ou des choses comme ça. Il y a de plus en plus de collabs de toute manière avec l'hardware et Asus sont quasiment en première loge à chaque fois. Moi, je kiffe l'idée de collab en tout cas. Ouais, c'est pas mal. Franchement, ça fait un peu penser aux sneakers, ça fait penser à qu'est-ce qui fait d'autres les jeux avec Fortnite, Dragon Ball et tout. C'est une bonne idée. D'ailleurs, dites-nous aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quel genre de collab vous imagineriez entre des marques et je sais pas une franchise ou un truc comme ça. Et donc là, voilà, là maintenant c'est le setup complet Evangelion parce qu'il y a clavier, souris, voilà, il y a les périphes en plus des composants hardware qui étaient déjà là. En vrai, c'est joli, mais c'est vrai qu'il faut le setup qui va avec. Asus ROG passe aussi à leur premier écran blanc. Ouais. Ça fait plaisir. Et pas que l'écran, hein. Il y a les périphes aussi. Il y avait la souris. Il y avait les périphes qu'ils avaient déjà fait, mais là, l'écran blanc, moi je trouve qu'il est magnifique. Incroyable. Et c'est vrai que le blanc, bon, certes, ça salit, ça rentre pas dans tous les setups, mais il y a rien à dire. C'est avec une petite config blanche. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est ultra propre, c'est extrêmement joli. Et c'est vrai qu'Asus faisait pas encore beaucoup de composants blancs. J'espère que ça va être le cas à l'avenir parce que ça donne super bien. C'est très épuré. Et sur un setup noir et blanc, moi perso, c'est mes coloris préférés. Et puis il y a rien à dire. Il y avait plein de tables avec tous les composants, les périphes et tout. Il y avait vraiment cet écran qui trônait au milieu de la pièce. Ça donne vraiment très bien. Et parmi les sorties d'écran, on a l'écran qui, moi, je trouvais ça incroyable. Il est énorme. C'est un 42 pouces, 120 Hz, 4K, 0,1 ms. Et surtout OLED, quoi. Voilà. Et il y a le grand frère, 48 pouces. Ah ouais, ça aussi. 48 pouces. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. D'ailleurs, on voit que c'est pas la seule marque à faire des écrans de plus en plus grands. Il y a pas mal de marques qui proposent des très grands écrans. Et c'est intéressant. C'est très intéressant parce qu'on se rend compte en fait que quand on achète une console, généralement, on joue toujours avec sa télé. Avec un PC, on joue toujours avec un 24 pouces. Mais en fait, jouer sur un 43, c'est pas forcément mauvais. C'est ça. Et surtout que 43 pouces, ça peut encore se mettre sur un bureau. Alors là, on a une table qui fait 60 cm de profondeur. Je mettrais peut-être pas l'écran de 48 pouces juste là. Mais si vous avez un bureau relativement profond, vous pouvez totalement avoir un grand écran, mettre plusieurs fenêtres. Vous pouvez mettre une, deux fenêtres, voire même 3 ou 4 si vous les mettez en hauteur. Donc avec différentes navigations et des choses comme ça. Et surtout la différence avec une télé. On pourrait dire au vu du budget, autant prendre une télé parce qu'ils sortent quand même à 1600 et à 1700 €. Mais en soi, non. Parce qu'il y a plein de différences avec une télé. Déjà les specs. OLED, on en reparle après. 120 Hz. 0,1 ms. C'est 4 ms une télé. Ouais, minimum 5 ms une télé. Donc là voilà, très grosse différence. Les specs sont incroyables, c'est un peu le rêve. Le OLED pour les couleurs c'est très beau. Et la grosse différence avec une télé, c'est que c'est vraiment un écran pour les gamers, donc il est extrêmement bien refroidi parce que le OLED ça chauffe très fort. Il est plus épais d'ailleurs. Ouais, il est épais parce qu'il y a un gros radiateur à l'arrière. Ça c'est pas mal parce qu'on dit toujours ouais une télé, la télé la plus fine c'est la meilleure des télés, mais en fait non. Les télé OLED ça arrive souvent qu'elles chauffent et donc là avec le gros radiateur ça permet de garder une belle qualité d'image parce que si la télé chauffe trop, ce qui se passe c'est que la luminosité baisse automatiquement pour pas que ça brûle. Et là il n'y a pas ce problème là. Et un gamer avec sa luminosité qui
qui monte, qui descend, c'est injouable. Donc là, voilà, c'est des belles tricks. Et aussi, c'est compatible du coup avec la PS5, vu que la PS5 fait tourner en 4K 120. Pas tous les Après, jeux, pas tous les jeux, voilà, c'est ça que j'allais dire. Peut-être Fortnite à la limite, Warzone, mais allez pas lancer le dernier Call of Duty, quoi. Ouais, non, clairement. Mais après, 1600 € l'écran. Ouais, ça fait un budget, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu la mode des grands écrans. Nous, on aimerait beaucoup le tester. Il y a beaucoup de news sur les écrans. Je pense qu'on va en tester quelques-uns. Moi, je crois pas le Asus ou d'autres marques, ça pourrait vraiment être cool. Comme on vous le disait dans l'introduction, ils ont également sorti des routeurs RGB et une sorte de répéteur Wi-Fi. Alors, c'est pas vraiment un répéteur Wi-Fi, c'est un réseau mesh. C'est ça. Ça permet de faire une sorte de relais avec 2 points de connexion. Voilà, ça fonctionne bien. C'est un peu la mode en ce moment pour les entreprises ou pour les grandes maisons. Là, on a combien de mètres carrés? 540 mètres carrés. Ouais, là, ça va jusqu'à presque 600 mètres carrés. C'est plus une entreprise qu'une maison, quoi. Ouais, clairement. T'as déjà une très très grosse maison, je pense. Après, il faut un très gros budget aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que ça coûte quand même assez cher, simplement pour de la connexion internet. Après, je pense que c'est quand t'es vraiment dans un level. Voilà, c'est vraiment pas, je pense, pour une utilisation domestique. C'est plutôt si vous avez une grande salle, si vous avez beaucoup de personnes qui sont connectées sur le même réseau. En fait, plutôt pour des petites entreprises ou quoi comme nous, qui ont besoin vraiment d'une bonne connexion internet. Pourquoi pas? Le routeur aussi, il est incroyable. Il y a 10 gigabits par seconde. 10 gigabits par seconde. Rien que le design et le RGB avec le nombre d'antennes, t'as compris que c'est un moi, j'adore. Le nombre d'antennes aussi, c'est aberrant. On a un processeur qui est 4 cœurs et le nombre de sorties aussi Ethernet. Donc, vous pouvez jouer à 24 en même temps à Fortnite, ça sera stable, quoi. C'est ça, vraiment le but, c'est d'avoir une super bonne connexion et pour des personnes qui en ont réellement besoin. À nouveau, je pense que c'est pas le genre de produit que tout le monde peut acquérir pour chez soi, mais c'est un segment comme ça du très haut de gamme pour le gaming où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc voilà, ils sortent leurs produits ultra quali. Le design en plus c'est incroyable, t'as l'impression que c'est un vaisseau spatial. RGB, c'était peut-être pas la plus grosse annonce et la plus importante de Gamescom, mais c'était quand même intéressant et pour les avoir vus en vrai, c'est assez impressionnant. C'est vrai. Mais comme on a dit au début de la vidéo, le plus important c'était vraiment les cartes mères et la sortie des nouveaux processeurs. Moi je me suis dit quand j'ai vu les nouvelles cartes mères, je me suis dit encore un nouveau chipset. Est-ce qu'on aura vraiment des nouvelles fonctionnalités, etc. Et en fait c'est vrai que finalement, moi j'ai été assez surpris. Ouais, il y a quand même des choses intéressantes parce que voilà, c'est vrai qu'une carte mère c'est dur de se réinventer à chaque fois. Je trouve que déjà premièrement au niveau des designs, ils ont géré. Ah ouais, ils ont géré. Les designs surtout la Mini ITX, très jolis. on va en parler maintenant, on vous met un plan. La Mini ITX, moi je la trouve super belle. Elle est magnifique. Ils ont réussi à tout compacter, que ce soit pour les systèmes fans, le F-panel, etc. Et même pour les SSD, on peut mettre 2 SSD M.2. Ouais, l'un au-dessus de l'autre. Mais par contre, on peut mettre que 2 barrettes de RAM. Et ça, c'est un petit problème. Ouais, après c'est vrai que une Mini ITX, avoir 4 slots, ça aurait été vraiment compliqué. C'est un choix. Après, tu peux mettre 2 SSD M.2, ça c'est incroyable quand même. Ouais, elle a l'air ultra robuste parce que ça aussi pour une petite carte mère c'est extrêmement important. Et elle est ultra complète. Elle a toutes les technologies d'une grande et elle a même toutes les connectiques qu'il faut, mais dans un tout petit format. Et au niveau du design, il était très joli. Même l'overclocking. Ouais, au niveau de l'overclocking, les états d'alimentation sont là, c'est bien refroidi. Donc pour une Mini TX, c'était incroyable. On a aussi vu les crosshairs, elles sont juste incroyables. Alors bon, là niveau budget, on a dit que ça commençait à un peu moins de 300 €. À mon avis, pour les crosshairs, on sera bien au-dessus de ça. Par contre, moi, un truc qui a retenu mon attention, c'est le Rockstrix Hive. C'est une sorte de contrôleur déporté, mais relié directement au BIOS de la carte mère. Donc c'est un peu comme si vous avez une télécommande reliée au BIOS de votre PC, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est comme l'écran Samsung là, tu vois. Ouais. Bah, t'as une sorte de contrôleur, ouais. De contrôleur, et tu peux faire quoi avec ça? Ouais, bah alors le Rockstrix Hive, ce qui est intéressant, c'est que alors déjà il a une carte son intégrée, donc tu peux très bien brancher ton casque à l'intérieur et tu auras une super bonne qualité vu que tu as une vraie carte son intégrée. Tu peux relier avec des USB. Bon, tu vas me dire là, on aurait pu avoir un petit hub USB à 5 €, ça fonctionne aussi. Mais voilà, on a quand même des USB. On peut brancher son casque, on peut contrôler tout un tas de paramètres aussi. Par exemple, on peut contrôler l'overclocking depuis le BIOS. Comme c'est relié au BIOS, vous n'avez pas besoin en fait de rentrer dans le BIOS manuellement. Il y a un bouton pour activer l'overclocking, le PBO, etc. Donc incroyable. Intéressant. Très intéressant. J'imagine le gars là, tu vois, il rentre, hop, il appuie sur overclocking, il enlève. Voilà, à voir si c'est à utiliser tous les jours ou pas, mais on a même un petit écran QLED et sur lequel on a, parfois on a ça sur les cartes mères directement. Et là, on a un écran QLED qui nous dit par exemple les erreurs qu'on a sur le PC. On peut entre guillemets diagnostiquer notre PC en temps réel depuis le petit hub, parce que c'est relié au BIOS comme n'importe quel bouton qui serait mis sur la carte mère. On a aussi la ProArt. Alors pour FlowUp, je me souviens qu'on avait une commande sur mesure avec et je la trouvais super belle. C'est une carte mère qui est dédiée donc professionnelle, plutôt professionnelle, voilà, Photoshop, montage, etc. Mais on peut très bien l'utiliser et jouer avec, ça y a pas. Non, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. On va avoir énormément d'USB 3.2 Gen 2 sur la carte mère et tout ce qui est type C 60 watts aussi. Donc là, voilà, vous êtes vraiment servi en termes de SSD M.2 aussi. On a jusqu'à 5 slots de SSD M.2. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment une carte mère. On a même le 10 gigabits par seconde pour les pros. Donc voilà. Alors, c'est 2-3 fonctionnalités. En soi, ça reste une carte mère standard. Mais c'est aussi au niveau du design où elle est un peu moins gamer et plus classe. Elle est très très jolie. On a aussi vu leurs deux cartes mères un peu. Alors, j'allais dire entrée de gamme, mais chez Asus, c'est pas vraiment entrée de gamme non plus. La Prime et la TUF, la TUF, deux très jolies cartes mères. Alors, même si on est sur des cartes mères moins chères, on a quand même énormément de dissipateurs, ce qui fait qu'elle est jolie. Parce qu'en fait, une carte mère à la base, c'est un bête PCB. Et ce qui la rend, on va dire, jolie, c'est les dissipateurs qui recouvrent un petit peu ce PCB là. On en a un peu moins parce que c'est de l'entrée de gamme, mais ça reste quand même très joli. Et en termes de fonctionnalité et de refroidissement des VRM, ça a l'air de rester extrêmement correct. Par contre, il y a vraiment une technologie sur toutes ces cartes mères qui est partagée et qui est hyper intéressant. C'est le Asus Dynamic OC Switcher. Alors, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à profiter du meilleur des deux mondes. En gros, ce que ça fait, c'est que lorsque vous faites un overclocking, alors souvent quand on overclock soit avec des fréquences très élevées sur un ou deux cœurs. Parfois, on peut mettre le même overclocking, mais alors un peu plus bas sur tous les cœurs de notre processeur. Et le OC
feature, ce que ça va faire, c'est que ça permet de profiter de cet overclocking qui est très puissant et qui permet d'avoir des hautes fréquences, ou bien quand on en a pas besoin, donc en idle, de redescendre et d'enlever cet overclocking pour par contre profiter de la puissance boost de notre processeur sur tous les cœurs. Avant, il fallait un petit peu choisir entre les deux, entre le PBO ou alors des overclocking plus poussés. C'est ça. Là, c'est automatique, ça se fait tout seul et ça fait qu'on n'a plus à choisir. On a fini avec le gros sujet qui était les cartes mères. Il y a encore deux produits qu'ils ont annoncé qui étaient assez cool. Une refonte de leur water cooling, le Rio. Alors, j'ai jamais réussi à dire ce nom. Je trouve que c'est extrêmement dur à dire, mais c'est un water cooling qui est assez connu et donc on est sur sa troisième version. Et puis leur alimentation également. SFX, la Loki SFX, ça c'est vraiment, ils ont sorti le petit bijou, tu vois. Si on fait plaisir, on se dit allez, on se fait un kiff. Donc là, une Alim, mini ITX, SFX, RGB, 850 watts, full modulaire et surtout 80 plus Platinum. Donc le prix de l'Alim là, ouais, ça a brûlé. Ça a brûlé, mais c'est un petit bijou quoi. Ouais, c'est exactement l'alimentation à utiliser avec la carte mère mini ITX parce que voilà, tu peux te faire un super build tout petit avec une toute petite carte mère et bien sûr si c'est un petit boîtier, une petite alimentation qui rentre bien. Et là, les perfs d'une Alim pareil dans un si petit format, c'est incroyable. Je sais qu'à chaque fois que je prends une Alim SFX dans ma main, il faut la voir en vrai. Ouais, il faut la prendre en main pour se rendre compte à quel point c'est petit quoi. Mais c'est vrai que moi, je suis persuadé que dans 2-3 ans là, on aura de plus en plus des petits PC, tu vois. Ouais, mais il y a pas mal de marques qui se lancent sur ce format-là. Juste une vidéo. Ça pourrait être intéressant de faire une vidéo mini TX là, tu vois, mais hyper performant, genre un PC à 10 000 € mini TX. Un vrai mini TX. Tu lances un défi là, tu lances un défi. Et le dernier produit, comme je vous l'ai dit, c'était leur water cooling, le Rio. J'ai réussi en version 3.0. Alors, il y a pas mal de modifications. Il garde son design assez particulier avec l'écran directement dans le waterblock. Très joli, ça aussi c'est à la mode, hein. C'est un peu le. Les écrans LCD, ouais, ça fonctionne super bien pour avoir tout ce qui est température, fréquence, même la météo, l'heure. C'est vrai que c'est à la mode et quand on regarde un PC avec ce genre d'écran, ça ressort hyper bien. Il n'y a pas que la beauté, il y a tout ce qui est performance, ils se sont vraiment améliorés pour les nouveaux processeurs. Ils ont augmenté la quantité de liquide qu'il y a dans le water cooling. La surface du coup, aussi. Plus il y a de volume de liquide, plus ça prend du temps à faire chauffer ce liquide là et donc plus le water cooling refroidit bien. Ils ont augmenté la surface de contact avec le processeur, la densité des tubes, le diamètre des tubes, etc. Donc voilà, plein de belles améliorations pour cette version 3.0. Et ça fait en gros pour 100 watts de TDP, pour 100 watts de consommation, on arrive à réduire la température de 2 degrés. Et donc pour les gros processeurs en overclocking qui consomment, je sais pas, jusqu'à 200 watts, on économiserait 4 degrés. Voilà, belle amélioration, pourquoi pas. Il reste encore des souris et des claviers et des casques, donc ça on vous mettra en description. Voilà, tous les Moi j'aimais bien le casque avec, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est pas un holographe, j'ai pas le. C'est pas vraiment un écran, mais c'est plutôt plein de petites LED et un écran pixelisé. Il pouvait être animé, ouais. Ça peut être très stylé pour faire défiler les logos. Super confort aussi. La souris, moi aussi j'ai bien aimé en noir et blanc. Il tente un peu du black and white. Ouais. Au lieu de faire toujours du blanc et du noir, là c'est black and white. Très sympa aussi. Très bien. Le capteur 36 000 dpi. Ouais, ça c'est beaucoup. Si on a un capteur qui monte à 36 000 dpi, c'est que ses autres fonctionnalités, ses autres caractéristiques sont bonnes aussi. Voilà, peut-être qu'il y a d'autres choses plus utiles que les dpi en direct. Et c'est vrai que savoir qu'il y avait 36 000 dpi, moi non plus, j'ai jamais vu ça. Enfin voilà. En tout cas, on a fait le petit tour de tout ce qu'on avait vu à la Gamescom. C'était extrêmement intéressant. On remercie encore Asus de nous avoir invités à leur soirée parce que voilà, c'est le genre de soirée qui fait vraiment plaisir. C'est ça. On n'a pas pu filmer trop sur place, malheureusement. Parce il y avait trop de bruit. Il y avait trop de monde, il y avait de la musique. N'hésitez pas en tout cas à nous dire dans les commentaires tous les produits qui vous intéressent. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine. Allez, plus.